Il y avait quelque chose qui clochait dans cette pièce. Ce n'était pas la lumière fluorescente. Ce n'étaient pas les rires qui résonnaient sur les murs. Ce n'était pas la musique de fond, ni les conversations qui se chevauchaient, ni l'atmosphère apparemment détendue que tout le monde semblait partager. C'était autre chose, quelque chose d'invisible, quelque chose que seule une personne présente pouvait ressentir. Elle était là, physiquement présente, mais complètement absente en même temps. Elle observait les visages autour d'elle, les expressions sincères, l'enthousiasme dans les mots, la facilité avec laquelle les gens passèrent d'un sujet trivial à un autre, sans poids, sans effort, sans cette sensation constante d'interpréter un rôle qui n'avait jamais été répété. Et plus elle observait, plus la distance augmentait. Pas la distance physique, l'autre, celle qui ne se mesure pas en mètres. Personne ne s'en rendait compte. Personne ne remarquait qu'elle était là comme quelqu'un qui observe de l'extérieur, comme quelqu'un qui lit les sous-titres d'une langue qu'il a apprise trop tard. Elle souriait quand il fallait. Elle acquiesçait quand cela semblait approprié. Elle posait les bonnes questions. Elle donnait les réponses acceptables. Mais sous tout cela, une question ne cessait de résonner. Pourquoi je n'arrive pas à ressentir ce qu'ils ressentent? Et aussitôt après, une deuxième question, plus lourde. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce décalage n'est pas nouveau. Il n'a pas commencé dans cette salle. Il était déjà là dans son enfance, lorsqu'elle se rendait compte que les jeux des autres n'avaient aucun sens. Il était là à l'adolescence, lorsque tout le monde semblait avoir reçu un manuel sur la façon d'être, sauf elle. Il était là à chaque tentative d'appartenance, à chaque effort pour s'adapter, à chaque moment où elle sentait qu'elle faisait tout correctement, mais où elle se sentait toujours exclue. Et le pire de tout, personne ne semble comprendre. Car comment expliquer quelque chose qui n'a pas de nom? Comment décrire le sentiment d'être entouré de gens et pourtant complètement seul? Comment dire, sans paraître arrogant ou victimisé, qu'il y a quelque chose dans votre façon de voir le monde qui vous met en permanence en décalage avec lui? La tentation la plus facile est de se blâmer soi-même, de penser que le problème est interne, qu'il vous manque certaines compétences sociales, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre façon de traiter l'affection, la connexion, l'appartenance, que vous devriez essayer davantage, faire plus d'efforts, vous adapter davantage, jusqu'à ce que finalement vous trouviez votre place. Mais il existe une autre voie, une voie beaucoup plus troublante. Et c'est cette voie que Nietzsche connaissait bien. Et si le problème ne venait pas de vous? Et si ce sentiment de ne jamais trouver votre place n'était pas un échec personnel, mais un éveil? Et si le malaise que vous ressentez n'était pas un signe d'inadéquation, mais de lucidité? Et si, au lieu d'être brisé, vous commenciez simplement à voir quelque chose que la plupart des gens ne voient pas encore? Car il existe un type de solitude qui ne naît pas de l'absence de personne. Elle naît de la présence de la conscience. Nietzsche appelait cela la solitude de ceux qui pensent par eux-mêmes. La solitude de ceux qui, à un moment donné, ont cessé de suivre automatiquement le scénario et qui vivent désormais dans le malaise permanent d'être éveillés dans un monde qui dort encore. Il ne s'agit pas de se sentir supérieur, bien au contraire. Il s'agit de porter un poids invisible. Il s'agit de voir des couches que les autres ne voient pas. Il s'agit de réaliser que la plupart des conversations, des préoccupations, des recherches humaines fonctionnent selon une logique qui, pour vous, n'a plus de sens. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas moyen d'aveugler ce qui a déjà été vu. Peut-être avez-vous passé des années à penser que le problème venait de vous, qu'il vous manquait quelque chose, que vous deviez réparer quelque chose en vous pour enfin ressentir ce que les autres ressentent. Mais la vérité peut être très différente et beaucoup plus solitaire. La vérité est peut-être que vous ne vous intégrerez jamais, non pas parce que vous en êtes incapable, mais parce que vous voyez trop. Ce sentiment a un moment d'origine. Il n'est pas toujours possible de l'identifier avec précision, mais il existe. C'est le moment où quelque chose qui a toujours fonctionné cesse de fonctionner. Quand un récit que vous suiviez automatiquement perd de sa force. Quand une croyance qui semblait solide révèle sa fragilité. Cela peut avoir été une phrase prononcée par hasard par un proche. Cela peut avoir été une promesse non tenue par la vie. Cela peut avoir été la lente prise de conscience accumulée au fil des ans que le fait de suivre toutes les règles n'a pas garanti ce qui avait été promis. Que tout faire correctement n'a pas apporté le sentiment d'être à sa place. Que le scénario social que vous avez mémorisé avec tant de dévouement ne vous menait nulle part où cela avait du sens. Et quand cela se produit, quand la première fissure apparaît, quelque chose d'irréversible commence. Parce que la plupart des gens vivent dans des récits automatiques, pas consciemment, pas parce qu'ils ont délibérément choisi d'y croire, mais parce que ces récits ont été absorbés si tôt, répétés si souvent, validés par tant de voix autour d'eux, qu'ils sont devenus invisibles. Ils fonctionnent comme un système d'exploitation en arrière-plan. Vous ne les remettez pas en question, vous les suivez simplement. Travaillez dur et vous serez récompensé. Trouvez quelqu'un et vous serez comblé. Gagnez en statut et vous serez respecté.
Accumulez des expériences et vous serez heureux. Suivez le bon chemin et tout aura un sens. Ce sont des phrases que tout le monde connaît, que tout le monde répète, que personne n'examine vraiment. Et pour la plupart, elles continuent de fonctionner. Non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles n'ont jamais été vraiment mises à l'épreuve. Parce que la vie n'a pas encore exigé qu'elles soient remises en question. Parce qu'il est possible de vivre toute une vie en les suivant sans se rendre compte qu'elles ne sont que des constructions. De simples accords collectifs sur ce qui devrait compter. Mais pour certaines personnes, à un moment donné, ces récits cessent de soutenir le poids de la réalité. Et quand cela se produit, quand vous regardez l'une de ces phrases et que vous réalisez qu'elle n'explique plus rien, qu'elle ne guide plus rien, qu'elle ne résout plus rien, vous entrez dans un territoire très spécifique. Un territoire que Nietzsche connaissait bien. Il appelait cela l'éveil de l'esprit libre. Ce n'est pas la liberté au sens commun du terme. Ce n'est pas le sentiment de soulagement, de légèreté, de possibilités ouvertes. C'est le contraire. C'est le poids de réaliser que vous suiviez des cartes qui ne mènent nulle part. Et maintenant, sans cartes, vous êtes complètement exposé, complètement seul, complètement responsable de décider quoi faire du temps dont vous disposez. Et cela terrifie, parce que la plupart des gens autour de vous continuent à suivre les cartes. Elles continuent à croire aux promesses. Elles continuent à fonctionner selon une logique qui, pour vous, s'est déjà effondrée. Et vous réalisez, avec une douloureuse clarté, que vous ne pouvez plus faire semblant d'y croire. Vous ne pouvez plus participer aux conversations avec la même conviction. Vous ne pouvez plus vous enthousiasmer pour les mêmes réalisations. Vous ne pouvez plus craindre les mêmes menaces. Vous voyez les gens autour de vous célébrer leur promotion, planifier leur mariage, acheter des biens immobiliers, définir des objectifs à 5 ans. Et quelque chose en vous ne parvient pas à se connecter à l'importance de tout cela. Non pas parce que vous êtes cynique, non pas parce que vous souhaitez du mal à qui que ce soit, mais parce que pour vous, ces conquêtes ont cessé d'avoir le sens qu'elles devraient avoir. Et cela vous place dans une situation impossible, parce que vous ne pouvez pas le dire à voix haute. Vous ne pouvez pas expliquer que, alors que tout le monde court dans la même direction, vous avez cessé de comprendre pourquoi il court. Vous ne pouvez pas verbaliser que les objectifs collectifs, les repères sociaux, les rites de passage qui définissent une vie bien vécue ont perdu leur pouvoir sur vous. Alors vous souriez, vous félicitez, vous participez. Mais à l'intérieur, il y a un vide grandissant, une distance qui s'accroît à chaque interaction superficielle, à chaque conversation où vous savez que vous ne faites que jouer un rôle, à chaque instant où vous réalisez que vous traduisez intérieurement ce que les autres disent, en essayant de trouver un sens qui n'est plus là. Nietzsche a décrit cela avec une précision brutale. Il a dit que l'esprit libre est celui qui a rompu avec la morale du troupeau, non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'à un moment donné, les chaînes qui retenaient tout le monde ont cessé de fonctionner sur lui. Et maintenant, il vit en exil permanent, pas géographique, existentiel. Le problème n'est pas que vous ne parvenez pas à vous connecter avec les gens. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous connecter aux récits qui soutiennent la connexion entre elles. Et sans ces récits, sans ces accords tacites sur ce qui importe, ce qui est bon, ce qui en vaut la peine, la communication devient traduction. Et la traduction fatigue. La traduction épuise. La traduction vous place toujours un pas en arrière, toujours en train d'essayer d'atteindre une synchronisation qui n'arrive jamais. Et vous commencez à vous demander, est-ce moi qui me trompe? Est-ce moi qui ai raté quelque chose d'essentiel? Est-ce moi qui devrais revenir en arrière, faire plus d'efforts, essayer de croire à nouveau? Mais la réponse, aussi dure soit-elle, est non. Car il n'y a aucun moyen de dévoir ce qui a déjà été vu. Il n'y a aucun moyen de revenir à l'inconscience après que la conscience s'est éveillée. Il n'y a aucun moyen de revenir au scénario automatique après avoir réalisé qu'il ne s'agit que d'un scénario, construit, arbitraire, fragile. Et c'est là la solitude la plus profonde. Pas la solitude d'être seul, mais la solitude d'être entouré de gens et de réaliser qu'aucun d'entre eux ne voit ce que vous voyez, qu'aucun d'entre eux ne remet en question ce que vous remettez en question, qu'aucun d'entre eux ne ressent le poids que vous ressentez. Ce n'est pas un défaut, c'est la lucidité qui commence à opérer. Et la lucidité, contrairement à ce qu'on promet, ne libère pas immédiatement. D'abord, elle déplace. D'abord, elle isole. D'abord, elle vous éloigne de tous les endroits où vous aviez l'habitude d'appartenir, sans encore vous montrer où aller. Mais la lucidité ne s'arrête pas là. Elle ne se contente pas de démanteler les récits. Elle continue. Et plus vous voyez, plus cela devient lourd. Car voir ce que les autres ne voient pas devrait, en théorie, être libérateur. Cela devrait apporter de la clarté, de l'autonomie, le contrôle sur sa propre vie. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Du moins, pas au début. Au début, voir trop est un fardeau que vous portez seul, que personne ne valide, que personne ne reconnaît, que souvent, personne ne croit même exister. Et le pire, vous ne pouvez pas simplement ignorer ce que vous voyez. Essayez.
Essayez de revenir à une conversation superficielle après avoir compris la structure vide qui se cache derrière. Essayez de vous enthousiasmer pour les conquêtes sociales après avoir compris qu'elles ne sont que des marqueurs arbitraires de valeur. Essayez de participer à des dynamiques de groupe après avoir vu les normes de conformité opérer silencieusement, punissant tout écart, récompensant toute soumission. Vous n'y arrivez pas, non pas parce que vous êtes supérieur, mais parce que la conscience n'a pas de bouton d'arrêt. Et cela génère un type très spécifique d'épuisement. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est la fatigue d'être toujours en train de traduire, toujours en train de filtrer, toujours en train d'ajuster vos paroles, vos réactions, vos expressions pour vous adapter à un espace qui ne vous correspond plus. C'est l'épuisement de maintenir une version éditée de vous-même qui fonctionne en public, tandis que la version réelle reste enfermée, silencieuse, isolée. Vous commencez à réaliser que la plupart des interactions sociales exigent une performance. Et vous l'avez toujours su, à un certain niveau. Tout le monde le sait. Mais la différence est que pour la plupart, cette performance est automatique, naturelle. Ils n'ont pas besoin d'y penser. Ils agissent simplement selon le script social et ont le sentiment que c'est authentique. Ils ont le sentiment d'être eux-mêmes. Mais vous ne ressentez plus cela. Pour vous, chaque interaction est devenue un calcul. Que dois-je dire ici? Comment dois-je réagir? Quelle émotion est attendue? Que puis-je montrer de moi-même sans créer de malaise? Et plus vous calculez, plus vous vous éloignez. Tout devient plus artificiel, plus vide. Il y a un moment où vous êtes à un dîner, ou à une réunion, ou à une fête, et quelqu'un parle de quelque chose qui, objectivement, devrait vous intéresser. Mais vous vous rendez compte que vous attendez simplement votre tour pour parler. Ou pire, vous attendez le moment où vous pourrez partir, et vous vous sentez coupable, parce que ces personnes n'ont rien fait de mal. Elles vivent simplement leur vie. Elles participent simplement au jeu collectif avec sincérité. Mais pour vous, le jeu a perdu tout son sens. Et il n'y a aucun moyen d'expliquer cela sans paraître arrogant ou distant. Nietzsche comprenait ce dilemme. Il a écrit sur la solitude nécessaire du penseur. Non pas parce que le penseur veut être seul, mais parce que le fait de penser par soi-même, de remettre en question ce que tout le monde accepte, de refuser les réponses toutes faites, vous met inévitablement en dehors du troupeau. Et troupeau ici n'est pas une insulte, c'est une description. Nietzsche utilisait ce terme pour parler de la majorité des gens qui vivent dans des systèmes de valeurs héritées, jamais remis en question, simplement reproduits. Et il ne détestait pas le troupeau. Il reconnaissait simplement qu'il existe deux types de conscience à l'œuvre dans le monde. La conscience collective, qui fonctionne par répétition et conformité, et la conscience individuelle, qui fonctionne par questionnement et rupture. Et ces deux consciences ne communiquent pas bien entre elles. Elles ne parlent pas la même langue. Elles n'accordent pas de valeur aux mêmes choses. Elles ne craignent pas les mêmes menaces. Et lorsque vous vous éveillez à la conscience individuelle, lorsque vous sortez de la logique du troupeau, vous n'êtes pas au-dessus. Vous êtes à l'écart. Et l'écart, c'est la solitude. Car la plupart des relations humaines sont basées sur des valeurs partagées, sur des peurs partagées, sur des objectifs partagés. Et lorsque vous cessez de partager ces valeurs, ces peurs et ces objectifs, la relation se dissout. Non par mauvaise volonté, mais par manque de terrain d'entente. Vous essayez d'expliquer ce que vous ressentez et les gens ne comprennent pas. Ou pire, ils comprennent mal. Ils interprètent cela comme de la dépression, comme du pessimisme, comme de l'arrogance déguisée. Comme si vous refusiez de participer à la vie par caprice, par peur, par incapacité. Mais ce n'est pas le cas. Vous ne refusez pas de participer. Vous réalisez que la façon dont la plupart des gens participent n'a plus de sens pour vous. Et il n'y a aucun moyen de faire semblant. Il n'y a aucun moyen de forcer l'enthousiasme pour des choses que vous considérez comme des constructions vides. Il n'y a aucun moyen de revenir à l'innocence une fois que la lucidité a opéré. Et cela, cette impossibilité de retour, est le véritable fardeau. Parce que vous n'avez pas choisi cela. Vous n'avez pas demandé à voir. Vous n'avez pas consciemment décidé de rompre avec les récits collectifs. C'est simplement arrivé. Et maintenant, vous êtes coincé dans cet entre-deux. Trop loin du troupeau pour vous sentir intégré. Mais pas assez loin pour ne pas ressentir son absence. Car au fond, le désir d'appartenance existe toujours. Le besoin de connexion palpite encore. Le désir d'être compris, d'être vu, d'être reconnu par quelqu'un qui comprend vraiment est toujours là. Mais les portes par lesquelles vous aviez l'habitude d'accéder à ces choses se sont fermées. Et vous ne savez pas s'il existe d'autres portes, ou si vous allez passer le reste de votre vie à essayer de forcer l'entrée dans des espaces qui ne vous conviennent plus. Nietzsche disait que celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Et peut-être que le monstre ici, c'est la lucidité elle-même, parce qu'elle dévore. Elle consume l'innocence, le confort, l'appartenance, et à la place, elle offre la clarté. Mais la clarté seule ne réchauffe pas, la clarté seule ne connecte pas.
La clarté seule ne comble pas le vide d'être éveillé dans un monde qui dort encore. Et vous réalisez que vous n'êtes pas au-dessus des autres. Vous êtes simplement en décalage avec eux. Et cela ne vous rend pas meilleur. Cela vous rend seulement plus seul. Et c'est là que quelque chose de dangereux se produit. Quelque chose de subtil. Quelque chose qui ressemble à une protection, mais qui est en réalité un piège. Lorsque vous réalisez que vous ne vous intégrez pas, lorsque vous ressentez la solitude d'être en dehors du troupeau, lorsque vous portez le poids de voir ce que les autres ne voient pas, un récit compensatoire commence à se former, presque imperceptible au début, mais puissant et séduisant. Le récit est le suivant. Si je suis à l'écart, si je vois ce qu'ils ne voient pas, si je remets en question ce qu'ils acceptent, peut-être que je suis différent parce que je suis plus conscient, plus éveillé, plus profond. Et soudain, la solitude devient un signe distinctif. Le décalage devient un mérite. La douleur de ne pas appartenir devient une preuve de supériorité déguisée en lucidité. Cela ne se produit pas consciemment. Personne ne se réveille un jour et décide de se trouver supérieur. Cela se produit par nécessité psychologique, parce que l'esprit humain a besoin de sens. Et quand vous souffrez sans raison apparente, quand vous êtes isolé sans avoir rien fait de mal, la tentation de transformer cette douleur en quelque chose de noble est irrésistible. Ils vivent en pilote automatique. Je réfléchis. Ils suivent le troupeau. Je remets en question. Ils sont superficiels. Je suis profond. Et plus vous répétez ces phrases intérieurement, plus la distance augmente. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement que vous ne vous intégrez pas. C'est que vous ne voulez pas vous intégrer. Ce n'est plus seulement que vous êtes à l'écart. C'est que vous choisissez d'être à l'écart. Et ce choix, aussi valorisant qu'il puisse paraître, est un isolement volontaire déguisé en autonomie. Nietzsche connaissait bien ce piège. Il a passé toute sa vie à critiquer ce qu'il appelait la morale du troupeau. Mais il mettait également en garde contre un danger spécifique, le ressentiment. La tentation de transformer sa propre douleur en mépris pour l'autre. La tentation d'utiliser la lucidité comme une arme, comme un bouclier, comme une justification pour ne plus jamais essayer de se connecter véritablement. Car il existe une différence brutale entre conscience critique et mépris, entre remettre en question les récits collectifs et mépriser ceux qui vivent encore à l'intérieur, entre être en dehors du troupeau parce qu'on s'est éveillé et être en dehors par choix défensif. Et cette différence est difficile à percevoir, car extérieurement, les deux mouvements semblent identiques. Dans les deux cas, vous êtes seul. Dans les deux cas, vous ne participez pas aux dynamiques collectives. Dans les deux cas, vous observez de l'extérieur. Mais intérieurement, la différence est totale. Dans le premier cas, vous êtes en dehors parce que vous voyez quelque chose que vous ne savez pas encore comment traiter. Vous remettez en question, mais vous souhaitez toujours une connexion. Vous voyez les limites des récits collectifs, mais vous reconnaissez que les personnes qui y adhèrent ne sont pas des ennemis. Ce sont simplement des personnes qui vivent avec les outils dont elles disposent. Et vous aimeriez trouver un moyen de vous reconnecter sans trahir votre propre lucidité. Dans le second cas, vous êtes en dehors parce que vous avez décidé qu'être à l'intérieur est indigne. Vous avez transformé la différence en identité, la solitude en position morale, le décalage en supériorité déguisée. Et maintenant, chaque tentative de connexion semble être une humiliation. Chaque concession semble être une trahison de soi-même. Chaque interaction avec ceux qui vivent encore en mode automatique semble être une perte de temps. Et le problème de cette deuxième position n'est pas moral. Le problème est qu'elle ne résout rien. Elle n'atténue pas la solitude. Elle l'approfondit. Parce que maintenant, vous n'êtes pas seulement déplacé, vous êtes blindé. Et le blindage empêche autant la douleur d'entrer que la connexion de se produire. Vous regardez les gens autour de vous et, au lieu de ressentir de l'empathie pour leur inconscience, vous ressentez de l'irritation. Au lieu de reconnaître qu'elles font simplement de leur mieux avec la conscience qu'elles ont, vous commencez à les juger. Vous les considérez comme inférieurs, comme aveugles, comme incapables de profondeur. Et cela, ce subtil changement de perception, transforme la lucidité en arrogance. Il transforme la conscience critique en cynisme. Il transforme l'esprit libre en esprit isolé par choix et non par condition. Nietzsche a écrit à ce sujet dans « Généalogie de la morale ». Il parlait de la façon dont le ressentiment opère, comment la douleur non résolue se transforme en haine déguisée, comment ceux qui souffrent peuvent commencer à mépriser ceux qui ne souffrent pas de la même manière, comment la victime peut devenir bourreau sans s'en rendre compte, simplement en inversant la hiérarchie morale et en plaçant sa propre douleur comme mesure de valeur. Et vous devez reconnaître cela en vous-même. Vous devez être suffisamment honnête pour admettre qu'à un moment donné, vous avez commencé à utiliser votre différence comme bouclier. Vous avez commencé à utiliser votre lucidité comme excuse pour ne plus essayer. Vous avez commencé à transformer votre solitude en identité. Et toute tentative d'appartenance est devenue une trahison de cette identité. Mais ce n'est pas la liberté. C'est une prison avec une vue privilégiée. Car au fond,
Le désir de connexion est toujours là. Le besoin d'être compris palpite toujours. Le désir de trouver quelqu'un qui voit le monde avec la même clarté que vous existe toujours. Mais vous avez construit des murs si hauts autour de vous, des murs faits de concepts, de critiques, de diagnostics sur la superficialité du monde que personne ne peut plus vous atteindre. Et vous, du haut de ces murs, vous regardez en bas et vous vous persuadez que le problème vient du monde en bas. Mais ce n'est pas le cas. Le problème, c'est vous maintenant. Ou plutôt, le problème, c'est la façon dont vous gérez votre propre lucidité. Car la lucidité seule ne suffit pas. La conscience critique seule ne suffit pas. Voir ce que les autres ne voient pas à lui seul ne suffit pas. Si tout cela n'est pas accompagné de compassion pour vous-même et pour les autres, cela devient simplement de l'isolement justifié. Cela devient simplement de la solitude avec un discours philosophique. Et Nietzsche le savait. Il critiquait le troupeau, certes, mais il n'a jamais détesté le troupeau. Il n'a jamais méprisé les gens ordinaires. Il reconnaissait simplement qu'il existe différents niveaux de conscience opérant simultanément dans le monde, et que ceux qui s'éveillent à un niveau de conscience supérieur doivent faire face à la solitude qui l'accompagne. Mais faire face à la solitude ne signifie pas mépriser ceux qui ne se sont pas encore éveillés. Cela signifie reconnaître que le chemin est solitaire, mais que l'humanité partagée existe toujours. Vous n'êtes pas supérieur parce que vous voyez plus loin. Vous êtes simplement différent. Et la différence n'est pas une hiérarchie. La différence est juste une différence. Et plus vite vous comprenez cela, plus vite vous cessez d'utiliser la lucidité comme une arme et commencez à l'utiliser comme un outil de reconnexion et non d'isolement. Car le but n'a jamais été de se séparer. Le but est de se retrouver, mais de se retrouver vraiment. Pas à travers des masques sociaux, pas à travers des scripts automatiques, mais à travers l'authenticité possible. Et l'authenticité possible exige que vous cessiez de transformer votre douleur en supériorité et que vous commenciez à la reconnaître pour ce qu'elle est. Simplement de la douleur, humaine, partageable, digne de compassion. Mais il manque encore une pièce fondamentale qui explique pourquoi ce piège est si facile à tomber, pourquoi il est si tentant de transformer la différence en supériorité. Pourquoi est-il si difficile de renouer le contact sans avoir l'impression de trahir sa propre lucidité? Et voici cette pièce. Le monde punit réellement ceux qui pensent différemment, pas de manière explicite, pas avec des lois ou des décrets, mais de manière subtile, constante, structurelle. Et Nietzsche comprenait cela mieux que quiconque. Il a remarqué quelque chose que la plupart des gens préfèrent ignorer. Les structures sociales ne sont pas neutres. Elles ne sont pas seulement la façon dont les choses sont. Ce sont des constructions qui servent des objectifs spécifiques. Et l'un des objectifs centraux de toute structure sociale est de maintenir la conformité, de faire en sorte que les gens pensent de la même manière, ressentent de la même manière, désirent de la même manière. Car la conformité est synonyme de prévisibilité. Et la prévisibilité est synonyme de contrôle. Et le contrôle est synonyme de stabilité. Et la stabilité est ce qui permet aux systèmes sociaux, économiques et politiques de continuer à fonctionner sans heurts. Et pour maintenir la conformité, il faut décourager la différence, pas de manière violente, mais de manière insidieuse, par de petites punitions quotidiennes, par des regards, par des silences, par des exclusions subtiles, par des questions chargées de jugement. Pourquoi es-tu si difficile? Pourquoi compliques-tu autant les choses? Pourquoi ne peux-tu pas simplement être normal? Et ces questions ne sont pas innocentes. Ce sont des rappels que la déviation a un coût, que penser par soi-même a un prix, que remettre en question l'évidence vous expose à un risque social. Et le plus efficace de tout, ces punitions sont intériorisées. Vous commencez à vous surveiller vous-même. Vous commencez à vous demander si cela vaut vraiment la peine de penser différemment, si cela vaut vraiment la peine de remettre en question, si cela vaut vraiment la peine de porter le poids de la lucidité alors que vous pourriez simplement accepter, approuver, appartenir. Nietzsche appelait cela la généalogie de la morale, la manière dont les valeurs sont construites historiquement pour servir les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Et l'une des valeurs centrales qu'il a identifiées était précisément celle-ci, la valorisation de la conformité déguisée en vertu. Être humble, ne pas se croire supérieur, ne pas remettre en question l'autorité, accepter sa place, ne pas créer de problème. Toutes ces phrases qui ressemblent à des conseils de sagesse sont en fait des mécanismes de contrôle, des moyens de s'assurer que vous ne sortez pas du rang, que vous ne remettez pas trop en question, que vous ne prenez pas conscience du fait qu'une grande partie de ce qui vous a été enseigné comme une vérité absolue n'est qu'une construction sociale arbitraire. Et lorsque vous commencez à remettre en question, lorsque vous cessez d'accepter les réponses toutes faites, lorsque vous refusez de suivre automatiquement le scénario, le système réagit. Pas avec violence, mais avec l'exclusion, avec l'invalidation, avec le message implicite que vous êtes le problème, que vous avez tort,
que vous devez vous corriger pour réintégrer le groupe. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que ça marche. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à cette pression, reculent. Ils retournent dans le troupeau. Ils acceptent à nouveau les récits, parce que la douleur de l'exclusion est plus grande que celle de la conformité. Mais certaines personnes ne peuvent pas reculer, non pas parce qu'elles sont plus fortes, non pas parce qu'elles sont plus courageuses, mais parce que pour elles, la lucidité a déjà opéré de manière irréversible. Et il n'y a aucun moyen de feindre l'inconscience après que la conscience s'est éveillée. Il n'y a aucun moyen de croire à nouveau en quelque chose que vous avez déjà identifié comme une construction vide. Et ces personnes en paient le prix. Elles paient le prix social. Elles paient le prix émotionnel. Elles paient le prix existentiel. Non pas parce qu'elles l'ont choisi, mais parce qu'elles ne peuvent plus faire autrement. Et le système le sait. Le système sait que la majorité reculera. Et c'est pourquoi il n'a pas besoin d'être violent. Il lui suffit d'être persévérant. Il lui suffit de continuer à envoyer le message « Revenez, acceptez, obéissez » et vous serez récompensé par l'appartenance. Mais ce que le système ne dit pas, c'est que l'appartenance offerte est soumise à des conditions. Et la condition principale est la suivante. Vous devez renoncer à vous-même. Vous devez accepter les récits collectifs comme des vérités. Vous devez cesser de remettre en question. Vous devez faire preuve de conformité, même si intérieurement, vous savez que ce n'est pas vous. Et pour beaucoup de gens, ce prix est acceptable. Parce que l'appartenance, même conditionnelle, vaut toujours mieux que la solitude. Parce que l'illusion de la connexion vaut toujours mieux que le vide. Parce que vivre en mode automatique est toujours moins douloureux que de porter seul le poids de la lucidité. Mais pour vous, ce prix est devenu inacceptable. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous ne pouvez plus le payer. Parce que feindre l'authenticité est devenu une fatigue insupportable. Parce que jouer la conformité est devenu une trahison de soi-même si profonde que vous préférez la solitude. Et Nietzsche le reconnaissait. Il savait que l'esprit libre ne choisit pas la solitude. Il y est poussé. Parce que le monde, tel qu'il est organisé, n'a pas de place réelle pour la différence authentique. Il y a de la place pour la différence performative, pour la différence qui ne menace pas, pour la différence qui n'est qu'esthétique et non structurelle. Mais la différence structurelle, la différence qui remet en question les valeurs fondamentales, la différence qui refuse d'accepter les récits collectifs comme des vérités absolues, cette différence est punie, silencieusement, constamment, jusqu'à ce que vous intériorisiez que le problème, c'est vous. Et c'est là que réside le risque. Car lorsque vous réalisez que le monde punit la lucidité, vous avez deux options. La première consiste à transformer cette perception en ressentiment, en mépris, en isolement défensif. Et c'est le piège que nous avons vu précédemment. Mais la deuxième option est différente. Elle consiste à reconnaître que le monde punit la lucidité non pas parce que vous avez tort, mais parce que la lucidité est perturbatrice, parce que la conscience critique déstabilise les systèmes qui dépendent de la conformité. Et que par conséquent, la solitude que vous ressentez n'est pas un échec personnel. C'est une conséquence structurelle. Et reconnaître cela change tout. Parce que maintenant, vous comprenez que le problème, ce n'est pas vous. Et ce ne sont pas les gens. Le problème, c'est le système. La façon dont nous sommes organisés collectivement. La façon dont les valeurs ont été construites pour maintenir le contrôle, et non pour permettre l'authenticité. Et quand vous comprenez cela, quand vous cessez de vous blâmer et de mépriser les autres, quelque chose de nouveau devient possible. Quelque chose que Nietzsche appelait la transvaluation de toutes les valeurs, la possibilité de construire de nouvelles valeurs, non pas basées sur la conformité, mais sur l'authenticité, non pas basées sur le contrôle, mais sur la liberté réelle. Et cela ne signifie pas quitter le monde, cela ne signifie pas s'isoler complètement. Cela signifie trouver des moyens d'être dans le monde sans trahir sa propre conscience. Cela signifie rechercher des connexions qui n'exigent pas de conformité. Cela signifie reconnaître que, oui, vous serez minoritaire. Oui, vous serez souvent seul, mais pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, parce que vous voyez quelque chose qui n'est pas encore largement visible. Et c'est finalement cela, la véritable solitude de la conscience. Pas la solitude d'avoir tort, mais la solitude d'être réveillé trop tôt. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent profondément en vous, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Cette chaîne existe précisément pour cela, pour explorer ces fractures dans la réalité moderne, pour nommer ce que personne ne nomme, pour valider des expériences que le monde s'obstine à pathologiser. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage plus en profondeur, abonnez-vous à la chaîne, car les prochaines vidéos continueront à dévoiler ces couches, et vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Mais maintenant, la question qui se pose est « et après ?» Après avoir compris que le problème ne vient pas de vous, après avoir reconnu que le monde punit structurellement la lucidité, après avoir cessé de vous blâmer et de mépriser les autres, que se passe-t-il ensuite ? Car la reconnaissance intellectuelle ne résout pas la solitude. La compréhension philosophique ne comble pas le vide de ne pas appartenir.
Et savoir que vous avez raison n'atténue pas la douleur d'être seul. Et c'est là que Nietzsche propose quelque chose de radical, quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais vraiment. Il propose une troisième voie, une voie qui n'est ni la conformité ni l'isolement. Une voie qu'il appelait amor fati, l'amour du destin. Et avant que cela ne semble être juste un autre concept philosophique baume et vide, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie dans la pratique. Amor fati, ce n'est pas accepter passivement ce qui vous arrive. Ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas du conformisme déguisé en spiritualité. Amor fati est quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile. C'est regarder votre vie telle qu'elle est, avec toute la solitude, tout le déracinement, toute la lucidité qui vous isole et dire « Je ne changerai rien à cela ». Parce que cela a fait de moi ce que je suis. Et celui que je suis, même solitaire, même déraciné, est celui que j'ai choisi d'être. Ce n'est pas romancer la douleur. C'est reconnaître que la douleur a une dignité, que la solitude de la conscience n'est pas un défaut, c'est une position. Et qu'occuper cette position, aussi difficile soit-elle, est préférable à trahir sa propre authenticité. Car au fond, la vraie question n'a jamais été « Comment puis-je à nouveau appartenir ?» La vraie question a toujours été « Comment puis-je vivre avec authenticité dans un monde qui punit l'authenticité ?» Et la réponse de Nietzsche est brutale dans son honnêteté. Vous n'appartiendrez pas de la même manière que les autres. Vous n'aurez pas les mêmes liens. Vous ne participerez pas aux mêmes dynamiques, parce que vous voyez trop. Et il n'y a aucun moyen de ne plus voir. Mais cela ne signifie pas que vous êtes condamné à une solitude perpétuelle. Cela signifie que vos liens seront différents, plus rares, plus profondes, plus difficiles à trouver. Cela signifie que vous passerez beaucoup de temps seul. Mais être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. La solitude est l'absence de connexion. Mais être seul, quand c'est un choix conscient, quand c'est un espace pour réfléchir, pour traiter, pour exister sans masque, n'est pas une punition. C'est une nécessité. Et cela signifie qu'éventuellement, vous rencontrerez d'autres esprits libres. Pas beaucoup, peut-être peu, peut-être très rares. Mais lorsque vous les rencontrerez, la connexion sera différente de tout ce que vous avez déjà connu. Parce que ce sera une connexion sans script, sans performance, sans avoir besoin de traduire qui vous êtes pour vous adapter à un espace trop petit. Nietzsche écrivait des lettres, beaucoup de lettres, parce qu'il savait que la connexion pour ceux qui pensent différemment ne se produit pas dans les environnements sociaux ordinaires. Elle se produit dans des conversations profondes, dans des silences partagés, dans la reconnaissance mutuelle que vous voyez cela aussi. Et c'est peut-être cela que vous devez accepter. Que l'appartenance, pour vous, ne sera pas d'appartenir à un grand groupe. Ce sera de trouver une ou deux personnes qui voient le monde avec la même clarté et de construire une connexion à partir de cela. Et d'ici là, jusqu'à ce que ces personnes apparaissent, vous devez apprendre à vivre avec vous-même. Non pas comme une punition, mais comme une pratique. Car si vous ne parvenez pas à habiter votre propre esprit sans désespoir, vous rechercherez le lien par désespoir. Et le lien par désespoir n'est jamais authentique. Ce n'est qu'une fuite de la solitude déguisée en relation. Nietzsche disait « Il faut que le chaos règne en toi pour qu'une étoile dansante puisse naître. » Et peut-être que le chaos est exactement cela. Cet espace entre ne plus appartenir au troupeau et ne pas avoir encore trouvé sa place. Cet espace où tout semble incertain, où la solitude pèse, où l'on se demande si cela valait la peine de se réveiller. Mais c'est dans cet espace que quelque chose de nouveau peut naître. Pas une version de vous qui s'intègre, mais une version de vous qui n'a plus besoin de s'intégrer, qui occupe sa propre place dans le monde sans demander la permission, qui existe avec authenticité, même si cela signifie exister en marge. Et ce n'est pas une défaite, c'est la liberté, la vraie liberté, pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être qui vous êtes, même quand personne ne vous valide, même quand personne ne vous applaudit, même quand personne ne comprend. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit auparavant, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, quelque chose qui, si vous le permettez, peut complètement changer la façon dont vous vivez votre propre existence. Vous n'avez pas tort, pas de la façon dont on vous l'a fait croire, pas de la façon dont vous l'avez intériorisé, pas de la façon dont vous le portez comme une culpabilité silencieuse depuis si longtemps. Tu n'es pas brisé parce que tu ne t'intègres pas. Tu n'échoues pas parce que tu ne ressens pas ce que les autres ressentent. Tu n'es pas perdu parce que les récits collectifs ont cessé d'avoir un sens pour toi. Tu n'es pas malade parce que tu préfères la solitude consciente à la compagnie automatique. Tu es simplement éveillé. Et être éveillé, dans un monde qui fonctionne principalement dans le sommeil, est un décalage inévitable. Ce n'est pas un échec, c'est une condition. Et je sais que cela ne soulage pas immédiatement la douleur. Je sais que la reconnaissance intellectuelle ne comble pas le vide de ne pas appartenir. Je sais que savoir que vous avez raison ne réchauffe pas les nuits où la solitude pèse trop lourd. Mais malgré tout,
Il est important que vous entendiez cela. Parce que vous avez peut-être passé toute votre vie à chercher le défaut en vous. Et ce défaut n'a jamais été là. Ce qui était là, c'était la lucidité. Et la lucidité, Nietzsche le savait bien, a toujours été punie. Elle a toujours été marginalisée. Elle a toujours été traitée comme un problème à corriger et non comme une perception à valider. Car réfléchissez bien. Que se passe-t-il lorsque vous remettez en question un récit que tout le monde accepte? Vous n'êtes pas célébré. Vous êtes isolé. Que se passe-t-il lorsque vous refusez de suivre un scénario social qui n'a pas de sens? Vous n'êtes pas compris. Vous êtes jugé. Que se passe-t-il lorsque vous cessez de feindre l'enthousiasme pour des choses qui ont perdu leur sens? Vous n'êtes pas respecté. Vous êtes considéré comme difficile, compliqué, comme quelqu'un qui ne sait pas vivre. Et petit à petit, vous intériorisez ces messages. Vous commencez à croire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez vous, que vous devriez pouvoir vous enthousiasmer pour les mêmes choses que les autres, que vous devriez pouvoir participer aux mêmes dynamiques sans vous sentir épuisé, que vous devriez pouvoir croire aux mêmes promesses sans les remettre en question. Mais vous n'y arrivez pas, non pas parce que vous en êtes incapable, mais parce que vous voyez la structure qui se cache derrière. Vous voyez l'arbitraire. Vous voyez comment tout cela a été construit et non découvert, comment tout cela sert des objectifs spécifiques et non des vérités absolues. Et une fois que vous voyez cela, il n'y a plus moyen de ne plus voir. Et peut-être que jusqu'à présent, vous avez porté cela comme un poids, comme un fardeau que vous n'avez pas choisi, mais qui vous a été imposé, comme une malédiction de trop voir. Et en partie, c'est vrai. La lucidité a un coût. La conscience a un prix. Voir ce que les autres ne voient pas vous place dans une position solitaire, difficile, douloureuse. Mais voici ce qui change tout. Vous pouvez choisir comment porter ce poids. Vous pouvez le porter comme une honte, comme la preuve que vous ne pouvez pas être normal, que vous ne pouvez pas vous intégrer, que vous ne pouvez pas fonctionner comme vous le devriez. Et ce choix vous détruira lentement. Il vous fera détester votre propre lucidité. Il vous fera désirer l'inconscience. Il vous fera supplier de revenir à l'automatisme, même si vous savez que c'est impossible. Ou vous pouvez le porter comme une dignité, comme la reconnaissance que vous voyez quelque chose de réel, quelque chose d'important, quelque chose que la plupart des gens ne voient pas encore. Et que porter cette vision, même solitaire, même déplacée, est préférable à trahir sa propre conscience. Nietzsche avait une phrase brutale à ce sujet. Il disait « Celui qui a une raison de vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Et peut-être que votre « pourquoi » est exactement celui-ci. Vivre avec authenticité, vivre sans masque, vivre sans accepter des récits tout faits simplement parce que tout le monde les accepte. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas insignifiant, ce n'est pas un caprice existentiel. C'est le choix de vivre sa propre vie en pleine conscience, même lorsque la pleine conscience fait mal, même lorsque la pleine conscience isole, même lorsque la pleine conscience exige que vous renonciez à une appartenance facile en échange d'une intégrité difficile. Et peut-être devez-vous cesser de vous excuser pour cela, cesser de vous justifier, cesser d'essayer de convaincre les autres que votre façon d'exister est valable, parce qu'elle l'est. Et vous n'avez pas besoin d'une validation extérieure pour cela, vous avez besoin d'une validation intérieure. Vous devez vous regarder cette personne qui ne s'est jamais intégrée, qui s'est toujours sentie en décalage, qui a toujours porté le poids de trop voir et vous dire « tu as fait de ton mieux ». Et le mieux que tu pouvais faire était de refuser la conformité. Et cela a de la valeur. Cela a de la dignité, cela a du sens. Car en fin de compte, la question n'a jamais été de savoir si vous pouviez vous intégrer. La question a toujours été, pouvez-vous vivre avec vous-même sans vous trahir? Et la réponse jusqu'à présent a été oui. Vous avez vécu, vous avez résisté. Vous avez porté ce poids sans abandonner, sans vous conformer, sans accepter des récits qui n'ont aucun sens juste pour soulager votre solitude. Et cela, ce que vous avez fait en silence, seul, sans reconnaissance, sans validation, sans applaudissement, est la chose la plus courageuse que quelqu'un puisse faire. Parce qu'il est facile de suivre le troupeau. Il est facile d'accepter les réponses toutes faites. Il est facile de vivre en pilote automatique. Le difficile, c'est de se réveiller et de rester éveillé et de ne pas supplier de se rendormir simplement parce qu'être éveillé fait mal. Et tu l'as fait. Tu as conservé ta lucidité même lorsque la lucidité était un fardeau. Tu as conservé ta conscience même lorsque la conscience était synonyme d'isolement. Tu as préservé ton authenticité même lorsque l'authenticité te coûtait ton appartenance. Et peut-être que personne ne te l'a jamais dit auparavant. Peut-être que personne n'a jamais validé ce choix. Peut-être as-tu passé des années à penser que tu échouais alors qu'en réalité, tu refusais simplement de jouer à un jeu qui n'avait aucun sens. Mais maintenant, vous le savez. Maintenant, vous comprenez. Le problème n'a jamais été vous. Et cette compréhension, cette dissolution de la culpabilité, ne fera pas disparaître la solitude. Elle ne mettra pas fin au déracinement.
mais elle transformera la façon dont vous occupez cette position. Car désormais, lorsque vous serez seul, vous ne le serez pas par défaut, vous le serez par choix. Le choix de ne pas trahir sa propre conscience, le choix de ne pas accepter les relations qui exigent la conformité, le choix d'occuper sa propre place dans le monde, même si cette place est marginale, même si cette place est solitaire. Et c'est finalement cela, la liberté dont parlait Nietzsche. Non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté d'être qui l'on est, sans culpabilité, sans honte, sans avoir à se justifier auprès de qui que ce soit. Et vous méritez cela. Vous méritez d'habiter votre propre existence sans porter la culpabilité de trop voir, sans vous excuser de trop questionner, sans vous rabaisser pour vous adapter à des espaces trop petits. Vous n'avez pas tort, vous n'avez jamais eu tort. Et plus tôt vous l'accepterez, plus tôt vous cesserez de lutter contre vous-même et commencerez à vivre à partir de vous-même. Alors, que se passe-t-il ensuite? Une fois que vous avez compris que vous n'avez pas tort, une fois que vous avez dissous la culpabilité, une fois que vous avez reconnu que le décalage n'est pas un défaut, mais une condition. Que se passe-t-il ensuite? La vie, la vraie vie, pas la vie mise en scène, pas la vie ajustée, pas la vie éditée pour répondre aux attentes des autres, mais la vie authentique, la vie que vous seul pouvez vivre, la vie que personne d'autre ne comprendra complètement, mais qui est la vôtre, entièrement la vôtre. Et cette vie ne sera pas facile, elle ne sera pas confortable, elle ne viendra pas avec un mode d'emploi ou une validation sociale constante, mais elle sera vraie. Et la vérité, disait Nietzsche, est préférable à tout mensonge confortable, car maintenant, vous comprenez quelque chose de fondamental. Vous n'avez plus besoin de vous conformer, vous devez vous trouver. Et vous trouver ne signifie pas découvrir qui vous devriez être. Cela signifie reconnaître qui vous êtes déjà, et vivre à partir de cela et non contre cela. Et cela change tout. Parce que lorsque vous cessez d'essayer de vous conformer, lorsque vous cessez de mesurer votre valeur par votre capacité à appartenir, lorsque vous cessez de trahir votre propre conscience en échange de l'acceptation, vous avez enfin accès à quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais, l'authenticité. Pas l'authenticité performative, pas l'authenticité des réseaux sociaux, pas l'authenticité qui n'est qu'un autre masque socialement approuvé, mais la véritable authenticité, celle qui fait mal, celle qui isole, celle qui exige un courage constant, celle qui vous met en danger, mais qui, en fin de compte, est la seule chose qui donne un sens à la vie. Et vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il des relations, et des gens, et du sentiment d'appartenance? Si j'accepte de ne jamais m'intégrer de manière conventionnelle, si j'embrasse l'authenticité même si elle m'isole, suis-je condamné à une solitude perpétuelle? Et la réponse est non, mais vos relations seront différentes. Vous n'aurez pas beaucoup d'amis, vous ne ferez pas partie de beaucoup de groupes, vous ne serez pas présent dans toutes les dynamiques sociales, parce que vous ne pouvez plus feindre l'intérêt pour des conversations vides de sens. Vous ne pouvez plus dépenser votre énergie dans la performance sociale. Vous ne pouvez plus être dans des endroits où vous devez modifier qui vous êtes pour être toléré. Mais éventuellement, vous trouverez quelqu'un. Peut-être un, peut-être deux, peut-être quelques-uns. Mais vous trouverez quelqu'un qui voit aussi. Quelqu'un qui porte aussi le poids d'être éveillé. Quelqu'un qui a aussi refusé de se conformer. Quelqu'un qui a aussi payé le prix de la lucidité. Et quand vous trouverez cette personne, la connexion sera différente de tout ce que vous avez déjà connu. Parce qu'il n'y aura pas de script, il n'y aura pas de performance, il n'y aura pas besoin de traduire qui vous êtes pour vous adapter à un espace trop petit. Vous pourrez exister pleinement et être vu pleinement. Et cette expérience d'être vraiment vu est si rare, si profonde, si transformatrice, qu'elle compense toute la solitude antérieure. Nietzsche a écrit « Ainsi parlait Zarathustra » dans une solitude presque totale. Il n'avait pas beaucoup d'amis, il n'appartenait pas à des cercles sociaux influents, il vivait en marge. Mais il écrivait, et à travers l'écriture, il se connectait à des esprits qui n'étaient pas encore nés. Il se connectait à vous, maintenant, plus d'un siècle plus tard. Et c'est peut-être cela que vous devez comprendre. Que la connexion, pour ceux qui pensent différemment, ne se fait pas nécessairement dans le temps présent. Elle se fait à travers le temps, à travers les idées, à travers les mots, à travers la reconnaissance mutuelle que vous voyez cela aussi. Et tant que vous ne rencontrez pas ces personnes, tant que vous êtes encore seul, vous avez quelque chose que personne ne peut vous enlever. Vous avez vous-même. Et si vous apprenez à habiter votre propre esprit sans désespoir, si vous apprenez à vivre avec vous-même sans avoir besoin de fuir constamment, vous découvrirez que la solitude n'est pas une punition. C'est un sanctuaire. C'est l'espace où vous pouvez penser sans interruption, où vous pouvez ressentir sans jugement, où vous pouvez exister sans masque, où vous pouvez traiter tout ce que vous voyez sans avoir à le traduire pour qui que ce soit. Et ce n'est pas de l'isolement pathologique, c'est une nécessité existentielle. Parce que ceux qui voient trop ont besoin de temps seuls pour traiter tout cela,
Ils ont besoin de silence pour réfléchir. Ils ont besoin de distance pour ne pas être écrasés par l'incongruité constante entre ce qu'ils voient et ce que le monde s'obstine à ne pas voir. Nietzsche appelait cela la solitude créative. La solitude qui ne détruit pas, mais qui construit. Qui ne vide pas, mais qui remplit. Qui ne diminue pas, mais qui élargit. Et peut-être devez-vous cesser de considérer votre solitude comme un défaut et commencer à la voir comme un espace. Un espace pour grandir. Un espace pour réfléchir. Un espace pour devenir qui vous êtes vraiment. Et non qui on vous a dit que vous devriez être. Car en fin de compte, la question n'a jamais été « Comment puis-je retrouver ma place ?» La question a toujours été « Comment puis-je devenir qui je suis ?» Et la réponse de Nietzsche est directe. Vous devenez qui vous êtes en affrontant tout ce que vous n'êtes pas, en affrontant les masques, en affrontant les récits hérités, en affrontant les attentes des autres, en affrontant même la tentation de se conformer juste pour soulager la solitude. Et quand vous affrontez tout cela, quand vous éliminez tout ce qui n'est pas vous, ce qui reste est effrayant. Parce que c'est brut, parce que c'est vulnérable, parce qu'il n'y a pas de protection sociale. Mais c'est réel. Et le réel est le seul endroit où vous pouvez vraiment vivre. Alors, quelle est la première étape ? La première étape consiste à cesser de forcer l'intégration. Cesser d'essayer de se modeler pour s'adapter à des espaces qui ne vous conviennent pas. Cesser de dépenser de l'énergie à essayer de convaincre les autres que votre façon d'exister est valable. Votre façon d'exister est valable. Vous n'avez pas besoin d'approbation extérieure pour cela. Vous n'avez pas besoin d'un consensus collectif. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous comprenne. Vous n'avez besoin que d'une seule chose, le courage de vivre selon votre propre conscience, même lorsque personne ne vous valide, même lorsque personne ne vous comprend, même lorsque vous êtes complètement seul. Et si vous y parvenez, si vous parvenez à vivre votre authenticité sans demander la permission, sans attendre de validation, sans exiger que le monde s'adapte à vous, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Vous cesserez de vous sentir coupable. Vous cesserez de porter le poids de la culpabilité parce que vous voyez trop clair. Vous cesserez de souhaiter l'inconscience juste pour alléger ce poids. Et à la place, vous ressentirez quelque chose que vous n'avez peut-être jamais ressenti auparavant. La paix. Pas la paix d'appartenir, mais la paix d'être. La paix d'exister pleinement, même en marge. La paix de porter la lucidité sans honte. La paix d'être éveillé, complètement éveillé, et de ne plus supplier de pouvoir se rendormir. Et cette paix, cette dignité silencieuse d'habiter sa propre conscience sans se trahir, est la seule véritable liberté qui existe. C'est ce que Nietzsche appelait « amor fati », aimer son propre destin, y compris la solitude, y compris le déracinement, y compris le poids de trop voir, parce que vous n'avez pas choisi cela. Mais maintenant que vous êtes là, maintenant que vous portez cette vision, vous pouvez choisir comment l'habiter, avec honte ou avec dignité, avec ressentiment ou avec acceptation, avec désespoir ou avec paix. Et le choix est le vôtre. Il l'a toujours été, et il le sera toujours. Vous ne vous intégrerez jamais complètement. Et ce n'est pas grave, parce que peut-être n'êtes-vous pas fait pour vous intégrer. Peut-être êtes-vous fait pour questionner, pour voir, pour penser, pour exister en dehors des scénarios tout près. Et ce n'est pas moins bien, ce n'est pas un défaut, c'est juste différent. Et différent, lorsqu'il est habité en pleine conscience, est digne. C'est précieux, c'est nécessaire. Alors arrêtez de vous excuser d'être qui vous êtes. Arrêtez de vous rabaisser. Arrêtez d'attendre la permission d'exister pleinement. Vous avez déjà payé le prix de la lucidité. Maintenant, vivez avec la récompense, la liberté d'être vous-même, complètement vous-même, sans masque, sans excuse, sans honte. Et si cela a résonné en vous, si ces mots ont touché quelque chose au plus profond de vous, je veux savoir, à quel moment avez-vous réalisé que vous ne vous intégreriez jamais? Quelle a été la fissure qui a tout déclenché? Écrivez-le ci-dessous. Regardez les prochaines vidéos de la chaîne, comptez sur moi et suivez le lapin blanc.